Europe 1. Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Plus de 2700 migrants sont morts en Méditerranée depuis le début de l'année, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Des centaines de milliers d'autres tentent la traversée de l'espoir en vue d'une vie meilleure. On le voit, on peine à trouver des solutions d'urgence et une réponse à ce drame humanitaire. Mais comment en est-on arrivé là? C'est une question que vous nous posez souvent au Standard d'Europe 1. On a décidé de vous répondre ce matin dans ce grand direct de l'actu. Qu'est-ce qui pousse ces hommes, ces femmes, ces enfants à fuir leur pays dans de telles conditions? Pour en parler avec nous, Jean-François Dubost, bonjour. Vous êtes juriste, bonjour. Responsable du programme Personnes déracinées au sein d'Amnesty International France. D'abord, pourquoi, depuis un mois et demi, sommes-nous confrontés à une telle vague de migrants en Europe ? Bien, c'est simplement la conséquence en fait de l'état du monde. Depuis 70 ans, on n'a jamais vu un nombre aussi élevé de réfugiés, c'est-à-dire de personnes qui ont été obligées de quitter leur pays pour fuir la persécution et la guerre. En premier lieu, les Syriens, 4 millions de personnes qui sont en dehors de la Syrie, mais également des Érythréens, une dictature depuis 20 ans en Afrique qui pousse ses ressortissants à quitter ce pays, mais aussi le Sud-Soudan. Donc voilà, en fait, nous sommes face à la réalité du monde aujourd'hui qui n'a jamais été aussi grave. Mais qu'est-ce qui s'est passé il y a un mois et demi ou 2 mois pour que tout à coup, tous ces migrants décident de venir? Parce que cette situation, elle existait avant, elle existait il y a 1 an, elle existait il y a 2 ans, et on n'était pas confronté à cette vague de réfugiés. Oui, il y a deux choses. Effectivement, ce n'est pas un phénomène nouveau, il tend à s'augmenter, mais il faut surtout regarder du côté de l'Union européenne et comment elle s'organise depuis des années. Et ça nous fournit l'explication de cette impression que tout d'un coup, on est face à des arrivées énormes, massives. Mais en réalité, c'est le dysfonctionnement des États qui sont en première ligne. La Hongrie, la Grèce qui est complètement défaillante, la Bulgarie, l'Italie qui n'y arrive plus. C'est ce défaut d'organisation, ce défaut d'anticipation qui aujourd'hui nous met face à ces arrivées et qui rend en fait très flagrant et très visible un problème qui était larvé et qui couvait depuis de nombreuses années. Alors, on va essayer de prendre les pays les uns après les autres, les pays d'où viennent ces migrants. D'abord, la Syrie. On sait qu'il y a une guerre civile qui fait rage depuis 2011 en Syrie. Mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier ces derniers mois qui fait que tout à coup, les Syriens, enfin beaucoup de Syriens en tout cas, ont décidé de venir en Europe? En réalité, leur exil est en 2 temps. Il ne s'est rien passé de plus que le pire qui se passe depuis 4 ans en Syrie. Ces attaques indiscriminées, ces bombardements avec des barils de TNT sur des populations civiles, ces attaques au gaz, l'implication du mouvement État islamique également, ces exactions. Mais en fait, ces personnes fuient d'abord dans les pays voisins. Le Liban, 1 million de réfugiés, la Turquie, 2 millions, la Jordanie, 600 000. Et évidemment, ces pays ne sont plus capables, ils manquent d'aide. D'ailleurs, on n'arrive plus à distribuer la nourriture, les programmes d'aide sont défaillants. Ces pays n'arrivent plus à les protéger, donc ça pousse une seconde fois toutes ces personnes sur la route d'un nouvel exil pour trouver un nouveau refuge. Et effectivement, nous ne sommes pas très loin de cette zone de conflit, nous, l'Europe. Ah oui, donc c'est une destination. C'est-à-dire que jusque-là, les Syriens, en fait, fuyaient dans les pays aux alentours. Et aujourd'hui, ces pays aux alentours sont débordés. Donc, ces gens-là viennent chez nous. Oui, en fait, c'est ça. De plus en plus, ce sont des personnes qui quittent les zones urbaines, pas forcément les camps de réfugiés au Liban ou en Turquie, mais les zones urbaines où ils ne sont pas du tout pris en charge, où l'aide internationale humanitaire est insuffisante, où leurs perspectives simplement pour vivre ou survivre ne sont pas possibles. Et ces personnes reprennent un second risque, en fait, se remettent en danger pour essayer de trouver un lieu où ils peuvent vraiment avoir une sécurité. Hier, on avait comme invité ici David Weiss, qui est des Républicains, et qui nous parlait de la conscription en Syrie, en nous disant, en fait, depuis quelques semaines, la conscription est obligatoire, et beaucoup de jeunes fuient le pays à cause de ça. C'est pas impossible, effectivement. Qui irait faire son service militaire dans une armée qui commet des exactions contre des populations civiles, contre potentiellement des membres de sa famille en permanence? Donc c'est certainement un facteur aggravant, mais vraisemblablement pas. C'est pas le facteur qui explique ces arrivées soudaines. C'est vraiment un mouvement continu depuis 2011. L'incapacité de la communauté internationale à trouver une solution à ce conflit, l'incapacité de la communauté internationale à fournir une aide suffisante aux pays voisins, et puis l'incapacité notamment de l'Europe, mais d'autres pays du monde, à prendre leur part en accueillant directement depuis ces zones-là des réfugiés pour leur éviter de prendre les routes dangereuses que l'on connaît, la Méditerranée ou les voies terrestres. Alors ça, c'est pour la Syrie. Il y a un pays dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, alors qu'il était plutôt absent de l'actualité, c'est l'Érythrée, où la situation n'est pas vraiment connue finalement. Non, effectivement, c'est même très étrange finalement que l'on en parle aujourd'hui parce que ça fait 20 ans que dure cette situation catastrophique en Érythrée. On a l'habitude de parler de la Corée du Nord de l'Afrique. Il y a des violations, toute la panoplie des violations des droits humains, on les retrouve en Érythrée. Dictature, répression des opposants politiques, conscription forcée, service militaire, travail forcé, disparition, procès inéquitable. Enfin, vous avez tout et ça pousse les populations, notamment les jeunes et ceux qui ont encore les moyens de fuir, à quitter ce pays et à entreprendre un long périple qui passe par le Soudan, puis par la Libye. La Libye n'est plus un refuge, l'État s'effondre. Donc les personnes se retrouvent à devoir encore une fois reprendre peut-être la 4e route d'exil de leur existence. Ouais, et c'est une des pires dictatures du continent africain.
Oui, on a l'habitude de la qualifier comme telle, effectivement, hein, depuis 20 ans, depuis la lutte pour leur indépendance qui les a opposés en fait à l'Éthiopie. L'Érythrée s'est enfermée dans un régime qui viole et bafoue les droits humains. Ouais, un mot sur l'Irak également, parce que là-bas, visiblement, le départ des Américains n'a rien apaisé de la situation dans le pays. Hein. Oui, il y avait une instabilité dans le pays et évidemment l'organisation qui se dit État islamique est venue contrôler une série de portions du territoire. Il y a actuellement des conflits avec la coalition internationale qui opère des frappes. Il y a des affrontements entre les armées kurdes irakiennes et donc cette organisation-là et ses membres. Et donc ça aussi, ça pousse effectivement les minorités religieuses notamment sur les routes de l'exil qui, il faut rappeler, l'Irak était déjà destinataire et accueillait des réfugiés de Syrie. Donc on voit que toutes les situations s'imbriquent et qu'il n'y a plus de solution dans cette zone-là. Donc c'est vraiment pour ça que les personnes fuient finalement en dehors de cette région-là et la plus proche, encore une fois, c'est notamment l'Union européenne. Jean-François Dubos, je le rappelle, vous êtes responsable du programme Personnes déracinées au sein d'Amnesty International. Donc que propose Amnesty International? Quelles solutions vous proposez par rapport à tous ces gens qui sont aujourd'hui déracinés? En fait, ce sont des solutions plurielles parce qu'il faut absolument oublier tout discours qui consisterait à dire on a une solution clé et ça va nous résoudre toutes les situations. Non, en fait, c'est beaucoup plus complexe et il va falloir que les dirigeants politiques fassent preuve de pédagogie et d'attention à l'égard de leur propre population pour expliquer qu'on ne peut pas résoudre du jour au lendemain une crise qui est la pire donc depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Première chose, il faut renforcer l'aide humanitaire aux pays qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés, que ce soit au bord de la Syrie ou que ce soit aux frontières de l'Union européenne. Deuxième chose, il faut aussi, dans la mesure du possible, et on en a les moyens juridiques et matériels, éviter aux réfugiés, notamment les plus vulnérables, de prendre des routes dangereuses, de mettre leur vie en danger. On peut les accueillir si on leur délivre des visas et c'est possible, ça existe mais on ne le fait pas. Des personnes qui souhaitent rejoindre leur famille réfugiée en Europe sont obligées de prendre finalement les routes offertes par les trafiquants alors qu'on pourrait leur éviter ces dangers-là. Donc c'est une deuxième piste. La troisième piste, au niveau de l'Union européenne surtout, c'est d'arrêter de penser qu'on peut arrêter des réfugiés à coup de contrôle aux frontières. On le dit depuis très longtemps, les dirigeants politiques s'enferment dans cette rhétorique du contrôle aux frontières, mais ces personnes risquent tout parce qu'elles cherchent une protection avant tout. Et nous, on a une obligation, un devoir de les protéger. Donc il faut aussi repenser notre système d'asile. Ça veut dire en fait renforcer le système en Grèce, renforcer le système en Hongrie, mais également mieux contrôler ces États pour être sûr qu'ils appliquent correctement la législation européenne. Deux petites questions rapides pour être très complet, Jean-François Dubost. À l'instant, on a l'Organisation internationale des migrations qui annonce que 485 000 migrants ont franchi la Méditerranée cette année. Il va y avoir combien de gens qui vont arriver comme ça ? On a une idée ? Difficile. Non, très difficile à estimer. Effectivement, il y a des estimations, mais c'est extrêmement complexe parce que tout dépend du contexte géopolitique. La Libye, encore une fois, est un État dont on parle un peu moins aujourd'hui, mais il y a deux États en réalité qui s'affrontent au sein de la Libye, plus une multitude de groupes armés. C'est devenu un véritable piège pour tous les migrants et les réfugiés qui étaient là, mais depuis de très nombreuses années, qui sont eux aussi encore obligés de reprendre l'exil. Il est extrêmement compliqué de prédire des chiffres, mais ce que les populations européennes doivent comprendre et que les politiques doivent aussi leur expliquer, c'est que nous sommes vraiment dans une situation exceptionnelle et qui va durer. Ouais. Donc encore une fois, toutes les propositions qui seraient des propositions de court terme, laissant penser que demain c'est fini, ne sont pas des bonnes propositions. Il va falloir qu'on s'attaque à différents problèmes en même temps avec différentes solutions. Ouais, près d'un demi-million de personnes, hein, donc on franchit la Méditerranée. Dernière question rapide, si vous pouvez me répondre. Pour quelles raisons ce sont surtout des hommes seuls qui arrivent et jeunes ? Simplement parce que ces périples-là sont extrêmement dangereux, ça occasionne des souffrances, il faut être fort pour résister à des conditions de vie où on ne mange pas forcément. Ils laissent leurs femmes et leurs enfants sur place ? Oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est de pouvoir d'abord trouver un refuge et puis ensuite essayer de faire venir sa famille. Je pense que chacun, on ferait ça plutôt que mettre en danger son enfant. On se mettrait d'abord soi-même en danger pour ensuite faire venir légalement les membres de sa famille. Merci beaucoup Jean-François Dubos d'avoir été en direct avec nous. Vous êtes juriste responsable du programme Personnes déracinées au sein d'Amnesty International France. On voulait prendre le temps ce matin de vous expliquer cette situation qui fait beaucoup réagir. Mais quand on connaît les faits, on comprend mieux et on peut mieux réfléchir sur tout ça.